Je m'appelle Jérôme Cécile Offrette, je suis réalisateur et scénariste de films documentaires. Voilà. Ma spécialité, c'est le documentaire fiction. C'est-à-dire que ce sont des documentaires écrits, ce sont des documentaires avec lesquels on raconte des histoires. J'ai fait à peu près 30 ans de documentaires, et donc j'ai une cinquantaine de films à mon actif. Un bon tiers de ces films ont eu des prix, dont un assez prestigieux, le International Emmy Award à New York, c'était en 1996. J'ai failli l'avoir encore il y a 5 ans, je suis arrivé semi-finaliste, mais voilà. On a raté le truc. Mais ce ne sont pas les prix qui comptent. Ce qui compte, c'est que les films soient vus le plus possible. Et j'ai la chance d'avoir eu des films qui sont passés à l'international. Donc on a atteint 90, 95 millions de spectateurs pour certains. Ça, c'est formidable parce qu'en fait, pourquoi on fait ce métier, c'est pour que les gens voient les films, qu'ils les regardent, et parce que c'est vraiment important de communiquer. Faire un film documentaire, c'est amener une connaissance, la digérer et la rendre et la donner au grand public. Voilà. Alors, quel genre de documentaire je fais? Comme j'ai fait beaucoup de films et que ça fait longtemps que j'en fais, évidemment, je suis passé un petit peu à travers tous les domaines. L'animalier sauvage, l'animalier réglé, l'animalier problématique, la conservation animale. J'ai fait aussi beaucoup d'anthropologie. Ma spécialité est encore l'anthropologie et l'art, la culture et l'histoire. Je ne fais pas des films à scandale. Accuser Monsanto, ça c'est très bien. Certaines personnes le font et c'est parfait. Michael Moore a une place formidable, mais moi, malheureusement, ce que j'aime faire, ou plutôt heureusement, ce que j'aime faire, sont des films optimistes. J'aime souligner la beauté des choses, même quand on filme la misère, parfois, on s'aperçoit qu'il y a une beauté, la beauté de l'âme humaine, la beauté de la nature, la beauté de la découverte, la beauté de la connaissance, la beauté de la culture. Voilà. Moi, je fais des films de beauté. J'essaye, en tout cas. J'ai eu envie d'être réalisateur depuis tout petit. Mon père était réalisateur. Mon père a commencé sa carrière, il était au cinéma des armées. Donc quand je suis né, mon père rentrait tous les soirs avec la caméra 16 mm. Il avait un grand magnétophone aussi, ça me fascinait, j'adorais ça. Ma mère était comédienne. Donc évidemment, je baignais un petit peu dans ce milieu. Ça, c'est la chance. Néanmoins, c'est vrai que j'étais attiré par le mouvement. Je me souviens, j'adorais les chevaux, et quand je voyais des chevaux danser, quand je voyais des chevaux galoper, des chevaux trotter, j'avais envie de les filmer. J'aimais beaucoup la photographie aussi, et je pense que je suis arrivé au cinéma et à la réalisation comme ça. Évidemment, j'ai commencé par la fiction, et étonnamment, un jour, un producteur m'a demandé de faire un documentaire. Pour moi, c'était un sous-genre, je ne connaissais pas. C'était idiot, totalement idiot. J'ai fait mon premier documentaire en Inde, et j'ai fait une rencontre extraordinaire. Pour moi, c'est devenu une drogue de faire du documentaire. Mon premier documentaire, je l'ai fait en 91, en Inde donc, au Rajasthan, et j'ai découvert un métier extraordinaire qui permet de voyager, de rencontrer des gens extraordinaires qu'on ne rencontrerait pas si ce n'était pas pour faire un film, aborder constamment des thématiques différentes, découvrir des thématiques différentes, et surtout les pénétrer suffisamment en profondeur pour pouvoir les retranscrire dans un film. C'est-à-dire qu'on n'est plus touriste. On n'est plus touriste en voyage, on n'est plus touriste dans les pays, et on n'est plus touriste avec les choses dont on traite, et les choses qu'on lit, les choses qu'on apprend. Alors, oui, c'est amusant parce que j'ai eu la prétention de rentrer dans le métier sur le tas, comme on dit, d'une manière naturelle et évidente, parce que justement, je venais d'une famille de la balle. J'étais un enfant de la balle, donc j'ai pensé que je pouvais faire du cinéma et devenir réalisateur tout seul. J'ai donc fait plusieurs années d'assistanat et je me suis trompé. En fait, j'ai dû faire des études. J'ai fait, après avoir fait à peu près 3 ou 4 ans d'assistanat, de réalisation, je suis rentré à L'Lumière. J'ai fait 2 ans de Lumière parce que j'ai eu besoin à un moment donné de comprendre des choses importantes que les gens ne disent pas. Les gens ne racontent pas comment il faut écrire un scénario. Les gens ne racontent pas comment il faut faire un découpage. Les maîtres dont on est les assistants communiquent très très peu. En fait, on travaille. Donc quand on travaille, on n'a pas le temps
de discuter, on n'a pas le temps. Peu de gens sont pédagogues. Donc il a fallu que je fasse des études. Et ça m'a aidé parce que comme j'avais une formation sur le tas, en fait, j'ai pris à l'école toutes les choses qu'il fallait pour complémenter mes connaissances. Je donne des cours aussi assez souvent et ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un talent, évidemment, au départ. Et la plupart des gens qui font ce métier ont un talent. Le talent du montage, le talent du cadre, le talent de la lumière, le talent de la cinétique, du mouvement, voilà. Et tout le reste s'agrège à ce one talent, à ce talent-là, et tout le reste, il faut le travailler. Il faut des années de travail. Quand on ne connaît pas la lumière, il faut comprendre la lumière, il faut apprendre la lumière. Quand on ne connaît pas le cadre, il faut apprendre le cadre. Il faut voir des tableaux, il faut aller au musée. Quand on ne connaît pas le montage, il faut faire du montage. Et quand on ne connaît pas le scénario, il faut apprendre à écrire. Il y a des petites méthodes, il y a des outils. Donc apprenons tout ça. Et ensuite, les choses sont beaucoup plus faciles et belles et profondes. Alors, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai proposé, j'ai eu une chance folle, parce qu'à c'était l'époque où Canal+ se montait, ils étaient avides de nouveautés. Et comme je venais de la fiction, j'ai écrit des documentaires fiction. C'est-à-dire qu'en fait, je m'obligeais, j'étais forcé d'écrire des histoires. Donc en fait, les documentaires que je faisais puisaient dans l'authenticité, exactement comme le fait la fiction. D'ailleurs, la fiction part de faits réels. Et ensuite, brode un imaginaire. Le documentaire, c'est à peu près la même chose, à part qu'on a une part d'authenticité plus importante. Mais il faut quand même raconter une histoire. Et j'ai été étonné, parce que j'avais des amis qui voyageaient énormément et qui travaillaient avec l'Inde, et un jour, dans le bureau d'un de ces amis, j'ai vu une photo d'une ville absolument étonnante, une ville féerique qui s'appelle Jaisalmer, et qui est au Rajasthan. Et parmi les photos, j'ai vu des chameaux, j'ai vu des dromadaires, et j'étais vraiment étonné parce que je n'avais jamais mis les pieds en Inde jusqu'alors, et j'ai vu des dromadaires en Inde. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas de dromadaire en Inde. Le dromadaire, c'est maghrébin, le dromadaire, c'est éventuellement égyptien, le chameau, c'est asiatique. D'ailleurs, l'Inde, c'est l'Asie, je ne le savais pas à l'époque. Il a fallu que je comprenne des choses, j'avais 29 ans. Et j'ai eu envie, comme j'ai été absolument surpris de voir des dromadaires en Inde, j'ai voulu savoir. Et c'est comme ça qu'on fait des films en réalité. Il y a une chose qui nous surprend, il y a une chose qui nous alpague. On se dit, mais comment se fait-il? Et la curiosité arrive, le travail arrive, et on fait le film. Et donc je suis parti, j'ai proposé ça, je dis, mais c'est dingue, il y a des chameaux là-bas. En plus, la ville de Jaisalmer est absolument sublime. Il y a un désert autour qui s'appelle le désert de Thar. C'est à la frontière de l'Inde et du Pakistan. Et j'ai compris très vite, en lisant quelque chose, qu'il y avait une tribu particulièrement dédié à l'élevage des chameaux de manière traditionnelle. Et j'ai donc fait le film sur cette tribu-là. Et donc j'ai mis mon premier pied dans les films anthropologiques et les films de tribu. Et ça n'a pas cessé depuis. Et la plupart du temps, je propose des projets et des sujets à des producteurs ou aux chaînes de télé. Et s'ils ne les prennent pas, ils m'en proposent d'autres. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. L'opiniâtreté, je crois. En fait, c'est compliqué de faire du documentaire et d'en faire pendant un certain temps. Je pense que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, parce que c'est important de travailler, mais c'est aussi important de se ressourcer. Et j'ai vraiment la sensation aujourd'hui, après 3 décennies de métier, qu'on n'est pas toujours au top. On n'est jamais aussi bon que le dernier film qu'on a fait. Chaque nouveau film est un nouveau pari, chaque nouveau film peut être un échec. Donc rien n'est jamais acquis. Et le métier, c'est comme une respiration. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Et c'est ça. Donc parfois, on produit. Au bout d'un certain temps, de ne faire que produire, que de faire des films, on ne voit pas les films des autres. Quel dommage. On ne se ressource plus, on ne lit plus, on bosse. Il faut s'arrêter un petit peu. Il faut reprendre du temps, reprendre goût, reprendre curiosité au monde extérieur, sortir de son monde. Et j'insiste énormément dans ce métier sur l'aspect art collectif. On n'est pas des génies. Personne n'a le génie. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler avec des scénaristes, il faut travailler avec des réalisateurs différents, il faut travailler avec des chefs opérateurs différents, il faut travailler avec des monteurs différents, des musiciens différents, des sujets différents. Il faut constamment
c'est important de se ressourcer aussi de cette manière-là. Il faut parfois s'arrêter, se reposer, recommencer. Et puis il y a aussi malheureusement le métier qui veut ça. On n'est pas toujours à la mode, on n'est pas toujours au top. Il y a des directeurs de chaîne qui changent, il y a des directeurs et des directrices de cases documentaires qui changent, qui ont leur petit cercle et leur tissu relationnel d'amis. Donc voilà, on n'est pas toujours à la mode. Et c'est important de se renouveler. Donc faire des petites traversées du désert de temps en temps obligées, c'est pas mal. Mais il faut rester accroché. J'enseigne plus malheureusement. Je n'enseigne plus parce que pour enseigner, il faut être régulier, et il faut être capable d'honorer ses engagements avec une école et des élèves, etc. Donc ça, c'est très compliqué. J'ai dû arrêter de donner des cours. Je donnais des cours à Louis Lumière, je donnais des cours au Gobelin. En revanche, je fais des conférences. Je fais énormément de conférences et j'ai créé aussi un stage d'écriture de documentaires qui perdure au Festival de Banff au Canada. Mais je prends des assistants, je prends des stagiaires, et donc j'enseigne d'une certaine manière. Mais j'enseigne plus devant un parterre. Mais quand j'enseignais, je me souviens d'une chose fondamentale. C'est que quand je sortais d'un film, j'avais une patate, une étincelle incroyable, je communiquais des choses incroyables. Et quand je donnais 3 mois de cours sans avoir tourné, je m'épuisais et j'avais pratiquement plus rien, plus de flamme à communiquer à mes élèves. Donc voilà, là aussi il faut garder un équilibre. Bien sûr, je ne suis pas encore mort, mais on n'est pas riche. On n'est pas riche. Mais on est très riche. Là-dedans. Et là-dedans. En revanche, pardon, je voudrais rajouter un truc. On est très riche intérieurement, on n'est pas très riche financièrement, mais c'est un luxe inouï de faire ce métier. À cause des voyages, à cause des rencontres, à cause de la connaissance. Et c'est un privilège aussi d'être un passeur. C'est vraiment un privilège d'être un passeur. Parce que quand on apporte des films, pour moi un film c'est un être vivant, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais on l'offre, on le fait pour le public le film, on ne le fait pas pour soi. C'est idiot, pour soi on peut rester... On peut lire, on peut rêver, voilà ce qu'on fait facilement. Mais les films, c'est pour le public. Et quand on a la chance d'avoir cette responsabilité-là, je trouve que c'est un grand luxe. Alors, le fait de ne pas gagner énormément d'argent, franchement, c'est pas très important par rapport à ça. Un réalisateur qui est dans le métier depuis longtemps et qui rame, je lui dirais ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord de s'accrocher et de se ressourcer. Pourquoi rame-t-on ? On rame parce qu'on n'est plus à la mode, on rame parce qu'on s'est épuisé, on rame parce qu'on ne vibre plus, on rame parce qu'on n'est plus lumineux, on rame parce qu'on n'amène plus quelque chose de brillant. On ne convainc pas les gens qu'on rencontre, on ne convainc pas les producteurs, on ne convainc pas les chaînes de télé. Ils ne voient pas en nous quelqu'un qui va apporter un renouveau, un souffle, un film qui va fonctionner. Un film, c'est dur à faire. Et si on a l'air un peu épuisé, si on a l'air un peu gris, si on a l'air pas très très motivé, on n'inspire pas la confiance. Donc avant de se dire « je rame parce que je suis mauvais », non, je rame pas parce que je suis mauvais, je rame parce que j'ai oublié de me renouveler ou je rame parce que j'ai trop travaillé, il faut que je regarde un petit peu mon métier. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire de la mise en scène, peut-être que je n'ai pas assez cherché l'âme des séquences quand je les faisais, peut-être que je n'ai pas assez bien écrit, peut-être que... je ne sais pas. J'ai eu des traversées du désert personnellement, longues, difficiles, avec une remise en question personnelle presque, avec des relents des primes. Il faut rester accroché, il faut continuer à se dire « je suis réalisatrice, je suis réalisateur », parce que c'est comme ça qu'on y arrive. En fait, peut-être qu'on peut travailler et puis arrêter de travailler pendant 10 ans, mais rester réalisatrice ou rester réalisateur, rester scénariste, le jour où quelqu'un va se dire « tiens, je vais rappeler un tel », et qu'il le trouve toujours au garde à vous, prêt à partir, il n'est pas déçu. Et il va continuer, et on va continuer. Et en plus, à différents stades d'expérience, à différents âges, on apporte toujours quelque chose de nouveau. Et il faut y songer à ça. Renouveler le métier, renouveler les standards, renouveler les formats, faire des nouvelles propositions, c'est très important. Quand on n'en a pas fait suffisamment,
Quand on reste sur une ligne monocorde ou monotone, on se fatigue et on fatigue les autres. Et c'est pour ça. J'en ai eu plein des conseils, Dieu merci. Le premier conseil qu'on m'ait donné, c'est un peu celui que je viens d'exprimer. C'était le premier maître dont j'étais le réalisateur. Je suis resté 4 ans avec lui. C'était un homme prodigieux. Il m'a dit, n'attendez pas qu'on vous dise, Jérôme, que vous êtes réalisateur. C'est à vous de le décider. Et une fois que vous l'aurez décidé d'être scénariste ou d'être réalisateur, accrochez-vous à cette idée-là. Montrez-le, prouvez-le et travaillez. Je pense qu'il faut notamment rester curieux. Il faut avoir une relative humilité par rapport au film qu'on fait. Il faut respecter le public. Il faut aimer le public. C'est grâce à l'amour du public qu'on peut avoir la force de faire des films, parce que c'est compliqué, c'est dur de faire un film. C'est éprouvant moralement, ça éprouve la motivation, ça éprouve la connaissance. Et puis parfois on a des doutes. Zut, j'ai pas bien écrit, ça marche pas, le montage fonctionne pas, comment faire, etc. Il faut rester accroché, donc il faut être opiniâtre. Il faut se faire confiance, et faire confiance dans ses équipes, et partager. Encore une fois, c'est de l'art collectif. Ah, alors il y a un piège à éviter. Immédiatement, il est lié directement à ce que je viens de dire. Le piège à éviter, c'est l'ego. On a envie de prouver qu'on est capable de faire des films, et c'est bien. Donc on a envie de prouver qu'on est capable de tout faire. Je peux écrire, je peux filmer, je peux monter, je peux faire la musique, je peux tout faire. Regardez, c'est formidable. On a un sang incroyable quand on a 25, 27 ans, 28 ans, et qu'on veut prouver qu'on va arriver à faire un film. Il faut le faire. C'est très bien, il faut s'éprouver. Mais une fois que c'est fait, travailler en équipe. Travailler en équipe, travailler en équipe. Baisser son ego, être à la même hauteur que les autres et partager pour s'enrichir mutuellement. La suffisance. Justement, si je suis capable de parler comme ça aujourd'hui, c'est parce que... Alors j'ai fait une erreur extraordinaire un jour. J'ai fait un film avec un scénario qui était buggé. Le scénario n'était pas formidable. Et c'était un accident, en fait, parce que le scénario était pas mal. Et on a eu des réunions avec le script doctor, avec le producteur, j'étais réalisateur de ce film, et je n'étais pas le scénariste. Et le scénario avait un problème. Et en réunion, on a dit, on va arranger ça, ça, ça et ça. Et tout le monde était d'accord. Et puis je suis parti en repérage, c'était dans l'Himalaya. Et quand je suis rentré, en fait, personne n'avait touché au scénario. Et on était au cul du tournage. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je suis un tellement bon réalisateur que je vais y arriver et que je vais faire un film formidable. Eh bien, ça ne marche pas. Si on n'a pas un bon scénario, on ne peut pas avoir un bon film. Si on peut arranger des tas de choses avec le montage, on peut sauver des films avec le montage, on peut détruire un film avec le montage, mais s'il n'y a pas un bon scénario, on ne peut pas avoir un film fort. J'aurais aimé en connaître plus sur l'écriture. Parce que l'écriture, c'est vraiment le nerf du système. C'est cette manière de créer des tensions, cette manière de créer des surprises, cette manière d'emmener le public à être séduit, à regarder une progression narrative, c'est fondamental. On peut faire des miracles avec la lumière, on peut faire des miracles avec les acteurs, on peut faire des miracles avec les cadres, mais si on n'a pas l'histoire en dessous, ça ne sert à rien. En fait, la narration tient tout. Or, je n'avais pas cette vision-là quand j'ai commencé. Je l'ai acquise. Et aujourd'hui, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la conception, l'écriture d'un film doit primer, même si elle n'est pas absolument terminée. Elle peut continuer. D'ailleurs, c'est un processus qui n'arrête pas. C'est un processus en constante progression, l'écriture. On écrit encore en montage. Mais plus on a écrit, moins on a à improviser, plus on est sûr de soi et plus on est fort sur le plateau. Que ce soit un plateau en sauvage ou pas. Je donne un exemple idiot. Allez faire un film en sauvage sur des éléphants ou des guépards, ça m'est arrivé, sans connaître le comportement de ces animaux, c'est idiot. Parce qu'on peut filmer pendant des heures des éléphants, on peut filmer pendant des heures des guépards, pendant des heures des serpents, pendant des heures des lions. Mais si on n'a pas la connaissance de leur comportement, on passe à côté de choses essentielles. Connaître le comportement, en animalier, c'est déjà
du scénario et de l'écriture. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi mon histoire? C'est qui mon personnage? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa vie? Il lutte pour manger, il lutte pour se reproduire, il communique pas, il est seul, il est en troupeau, il est en société, il est en groupe, c'est de la fission, fusion. L'ethnologie, l'éthologie, l'anthropologie, ce sont des choses qu'il faut connaître et qui nourrissent nos scénarios. Bon, il y a une chose qui est fondamentale, et je pense qu'elle s'adresse autant aux producteurs qu'aux chaînes. On a aujourd'hui des outils pour faire nos films qui sont extraordinairement efficaces et rapides. Au point que, on a l'impression qu'on peut tout faire vite, comme ça. Or, il faut du temps. On a besoin d'une maturation mentale et intellectuelle quand on fait un film. Or, alors, à l'époque des salles de montage et des machines Atlas, etc., il fallait couper, coller. Faire ça, déjà, ça prenait du temps. Donc, le temps qu'on faisait, le temps d'agir, c'était un temps de réflexion, même si on n'avait pas l'impression de le faire. D'ailleurs, c'est rigolo, j'ai monté avec des monteuses films qui venaient du film. Et en salle de montage, ordi, à vide par exemple, ou première, ces femmes-là, tu leur dis tiens, j'aimerais que tu mettes ce plan après celui-là, s'il te plaît, on pourrait essayer ça, etc. Elles disent ok, elles le font et ça marche, le cut est excellent. Et quand on travaille avec un monteur ou une monteuse qui a été formé sur l'ordinateur, il fait le cut, il va faire le plan, il met le plan que le réalisateur veut après le plan ou avant le plan, comme c'est demandé, mais il le met au hasard, et ensuite il trim. Après, il cherche, il enlève, moins, jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça, c'est la preuve, à mes yeux, de la maturation mentale, la culture du métier. Il faut l'acquérir. Or, aujourd'hui, on est desservi par nos machines, qui sont trop rapides, qui changent trop. Quand j'étais à Vaugirard, par exemple, à Louis Lumière, quand j'étais môme, eh bien, les profs qu'on avait, ils nous donnaient des cours et ils étaient contents parce qu'ils savaient que ce qu'ils nous enseignaient avait 40 ans d'âge et ils pensaient que ça allait durer encore 40 ans. Quand on apprenait à charger un magasin avec de la péloche, quand on prenait une synchroniseuse, etc., voilà, on travaillait comme ça. Aujourd'hui, quand on donne des cours, ce qu'on a envie de dire aux élèves, c'est attention, apprenez à apprendre parce que ça va tellement vite, les machines vont vite, les formats vont vite, et donc il ne faut pas oublier de prendre le recul nécessaire à chaque fois pour se dire à quoi me sert cet outil. Ce n'est pas l'outil qui doit dominer la création, l'écriture, le montage, le tournage. On doit le plier à nos désirs et quelque part s'en servir en lui disant merci déjà. C'est important de dire merci aux outils parce qu'on a une chance folle aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'on fait aussi rapidement. Il y a quelques années encore, on était obligé de mettre des heures à faire de la lumière. Ça prenait un temps fou, c'était très lourd. Enfin, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, genre le vieux de la vieille, etc. Mais il faut penser à ça. Prenons le temps de la maturation intellectuelle. Il faut que les producteurs l'admettent. Ce n'est pas parce qu'on fait un film de 52 minutes que c'est 4 semaines de montage. Ce n'est pas parce qu'on fait un film de 26 minutes que c'est 10 jours. Ce n'est pas parce que c'est un truc que c'est 9 jours de tournage. Non, non. Chaque film est différent. Chaque film doit être étudié, compris, entendu, manipulé. Et c'est là qu'il faut travailler ensemble. Quand je parle d'art collectif, je parle aussi avec les producteurs. C'est important qu'ils ne nous prennent pas, nous, les réalisateurs, pour des gens capricieux, qui veulent une grue parce qu'ils ont envie de se péter une grue, de faire péter un travelling ou de faire péter un machin ou un gimbal ou un truc ou un Ronin parce qu'ils ont envie d'essayer un nouveau truc, un nouveau jouet. Non, 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 pas du tout. Ce sont des choses qu'on manipule sur le terrain. Plus on a de matériel, plus on a de choses à porter, plus c'est long à mettre en place. On n'est pas idiot. On sait ce qu'on veut, on a besoin de le partager, on a besoin d'en parler. Donc les producteurs qui ne parlent pas assez avec leur réalisatrice ou avec leur réalisateur, qui n'essaient pas de comprendre pourquoi on leur demande des choses, faites-le, producteurs. Posez-nous des questions, dites-nous pourquoi tu veux ça. On sera ravis de répondre. Et pas t'es sûr, ça ne veut rien dire t'es sûr. J'ai beaucoup de choses à dire aux chaînes. D'abord, bravo, merci. C'est formidable, le boulot qu'ils font. D'organiser ces cases. Pour nous, à mes yeux, ce sont les personnes qui ont autorité sur le public. En fait, ils choisissent leur public.
ils décident de leur public. Et donc, on est obligé de communiquer avec eux. Et s'il vous plaît, dites-nous ce que vous attendez. Parce qu'on est capable de faire des films avec des éventails de sensibilité. À qui parle-t-on? À des jeunes, à des gens âgés. Ça va un petit peu influencer le film, même si de toute façon un film est le plus possible universel et atemporel. Il y a quand même, on a besoin de communiquer avec les chaînes sur quel est leur public et qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'ils ont envie d'offrir à leur public. Parce qu'au final, c'est eux qu'on sert. Nous avons conscience, nous réalisateurs, que les chaînes lisent plus de dossiers que nous en écrivons, voient plus de films que nous pouvons en faire. Et donc, on aimerait profiter de cette expérience. Ne nous prenez pas pour des gens qui ont la science infuse. Ne nous prenez pas pour des génies. Prenez-nous pour des collaborateurs de premier plan auxquels vous pouvez communiquer votre passion de la télé, parce qu'on travaille ensemble. Les festivals, c'est fondamental de passer par des festivals d'ailleurs. Et puis quand on bosse trop, on n'y va plus. Donc il faut faire attention aux évolutions en dents de scie, comme ça. Élargir son réseau, on a aujourd'hui des outils fantastiques avec l'Internet. Il faut communiquer absolument sur les réseaux sociaux. Il faut communiquer, il faut mettre ses films sur Vimeo. Il faut être en open source. De toute façon, un film, il est fait pour être vu. C'est un peu gênant, les producteurs qui retiennent les choses, qui veulent des abonnés. Bon sang, on a fait un film, on a été payé pour ça, le CNC, machin. Mettons les films sur Vimeo, mettons les films en open source, sur YouTube, etc. Ça, c'est fondamental. Ça sert les réalisateurs, ça sert les scénaristes, ça sert les chefs opérateurs de se montrer. Il y a évidemment un phénomène de bouche à oreille, et c'est toujours très important de rencontrer de nouveaux producteurs. Comme il est important de renouveler aussi ses équipes. C'est bien d'avoir des copains, des copines, d'avoir de communiquer presque instinctivement avec des chefs opérateurs avec lesquels on travaille beaucoup, des monteurs avec lesquels on travaille beaucoup. Il faut renouveler ça un petit peu, et les producteurs, c'est pareil. Je pense qu'il y a une lassitude au bout d'un moment, et c'est bien de renouveler, de changer. Oui, il y a un truc que j'ai envie de dire, qui est un peu compliqué, peut-être un peu abstrait. C'est que dans notre métier, il faut absolument se méfier de l'inconscient collectif. Il ne doit pas guider notre manière d'écrire, il ne doit pas guider notre manière de faire les films. L'inconscient collectif est notre pire ennemi, alors qu'on a l'impression qu'il faut le servir. Non. Et s'il y a peut-être un secret à la réussite, ou en tout cas au succès d'un film, il est dans le fait d'amener une réponse à une attente du public qui est inconsciente. Le public est inconscient de son attente. Justement, on est en dehors de l'inconscient collectif, ou en tout cas du diktat, du mainstream médiatique, etc., etc. Les films qui marchent le mieux sont des films qui amènent quelque chose d'inattendu. Or, la plupart des réalisateurs, des scénaristes, etc., se disent tiens, je vais prendre les poncifs, tout ce qui marche, et avec tout ce qui marche, je vais faire un nouveau tube, parce que je vais prendre des secrets de tube. C'est le contraire qu'il faut faire. Ce dont je suis le plus fier, c'est du dernier film que j'ai fait, à chaque fois, d'avoir réussi à le mener à bout. À chaque fois, c'est une nouvelle fierté. Ce que j'ai trouvé de plus dur, c'est l'énergie physique et l'opiniâtreté qu'il faut déployer dans certaines régions, dans certaines contrées. C'est difficile de faire des films, c'est difficile de voyager, mais en même temps, c'est absolument merveilleux de convaincre des gens et de les séduire. Donc ça, c'est compliqué. Il faut faire confiance aux gens, il faut les amener à nous faire confiance, parce qu'un documentaire, encore une fois, c'est de l'authentique. On ne fait pas un film documentaire sans les gens qu'on amène dedans. Et les gens qu'on amène dedans, il faut qu'ils partagent le film avec nous. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des Kleenex qu'on utilise et qu'on jette. Voilà, ça c'est fondamental à mes yeux. Il faut
continuer à être curieux constamment et il faut se remettre en question, c'est-à-dire ne jamais se dire « Wow, I'm great ». C'est vraiment, c'est le contraire. Je pense que c'est un petit peu comme le comédien qui va jouer, il a le trac. Voilà, le jour où on perd le trac, le jour où on perd la curiosité, il faut se remettre en question. Alors d'abord, énormément de tableaux. L'art, je regarde aujourd'hui, depuis quelques années, l'art, les tableaux, d'une manière nourrissante. Ensuite, les films qui m'ont le plus impressionné, ce sont la plupart du temps des dessins animés. Parce qu'on y voit une liberté d'expression, un pouvoir d'évocation sans limite. Regarde Cars, par exemple, ou Dragon. C'est fantastique ce qu'on fait avec le dessin animé. Et je trouve que c'est extrêmement inspirant et ça donne une sorte de joie de voir que la liberté, finalement, existe et que c'est avec la liberté, avec la joie qu'on fait des films. Soyons attentifs. Voilà, ce que j'aimerais transmettre, c'est soyons attentifs à l'évolution de nos formats. Je pense qu'on s'habitue à des formats, c'est dommage. Il faut qu'on se concentre sur une évolution. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on subisse l'évolution des choses, mais il faut qu'on la fabrique. Il faut qu'on soit acteur de l'évolution. Or, aujourd'hui, on voit bien que l'Internet, la jeunesse, les youtubeurs, l'intérêt, la courbe d'attention sur un programme, elle est de 2 minutes 30, 3 minutes. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Abandonnons les 52 minutes, abandonnons ces choses-là. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à des formats où on puisse filmer comme avant, continuer à faire des interviews de 40 minutes avec des gens extraordinaires, des entretiens qui n'en finissent pas, qu'on réduit malheureusement à 3 minutes dans un film, mais qu'on puisse les mettre, grâce à l'Internet, à la disposition du public. C'est-à-dire qu'en fait, OK, on fait le film, mais regardez, vous pouvez voir le docteur machin qu'on a interviewé, si vous êtes médecin, vous êtes étudiant en médecine, vous voulez le voir, allez-y, 40 minutes de son interview en intégrale sont là, un petit 2 minutes 30, parce que de toute façon, on peut ouvrir la curiosité de la jeunesse, on peut donner ouvrir une curiosité, donner une idée à des jeunes, et même des moins jeunes, en montrant des choses de 2 minutes, de 2 minutes 30, ce n'est pas un problème. Voilà, travaillons là-dessus. Alors, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de considérer le métier, parce que on vit avec son métier. Donc, on vit avec son métier comme on vit avec une personne qu'on aime, évidemment, et qui parfois nous déçoit, nous déteste, on peut la détester, bref. Je considère que les films sont des êtres vivants, comme une plante, comme un arbre, comme un minéral, comme un végétal, presque comme un animal. En tout cas, quand on fait un film, on est un papa ou une maman, et on a envie de faire un film avec le producteur, la productrice, voilà, on est papa-maman. On veut faire un enfant. Mais une fois qu'on a fait l'enfant, il grandit tout seul. Il a sa personnalité, il a son âme, il a son caractère. On peut essayer, comme un jardinier, de mettre des tuteurs, d'essayer de le garder, mais il faut comprendre qu'un film, c'est un être vivant, et il faut autant lui donner, lui apporter, qu'il faut aussi l'écouter et l'entendre. Et c'est ça qu'on offre au public, en fait, un être vivant.